Le jeu vidéo a changé de dimension. Il a quitté les chambres et les salons pour investir les stades. Il a changé de nom aussi. Il s'appelle sport électronique, e-sport, et réunit des dizaines de milliers de fans lors de compétitions officielles. C'est la dernière étape du coup d'état culturel mené par toute une génération. Quand vous voyez les joueurs monter sur scène et toucher les mains des gens, c'est quelque chose qu'on voit à un concert de rock. Les Beatles, les Pink Floyd et Freddie Mercury l'ont fait. Je n'aurais jamais pensé qu'un joueur pourrait faire la même chose. C'est comme une blague. Aujourd'hui, le e-sport s'inspire du sport professionnel. Les joueurs sont recrutés à l'adolescence et financés par des sponsors. Ils s'entraînent 10 heures par jour, en secret, et gagnent plusieurs milliers d'euros par mois. Leur terrain est un écran où l'on s'affronte par équipe. Sur League of Legends, l'un des jeux les plus populaires au monde, les vainqueurs doivent détruire la base ennemie à coups d'épée et de pouvoirs magiques. Avec le sport électronique, le jeu devient sérieux. J'ai participé à leur première édition de la finale mondiale. On jouait en Suède devant une centaine de personnes. Une année plus tard, ils ont organisé de nombreux tournois et la scène s'est énormément développée. Donc, par exemple, au niveau de la première place, c'était 50 000 $ pour la première édition et pour la deuxième édition, c'est monté à 1 million $. Apparu en Corée du Sud, le sport électronique est devenu en quelques années un phénomène de masse. Les tournois attirent sur Internet des dizaines de millions de fans. Il illustre la nouvelle emprise du jeu vidéo sur l'industrie des loisirs. Passager clandestin de la culture, le jeu vidéo a mis plus de 30 ans pour sortir de l'ombre. À Los Angeles, chaque année, il s'affiche en maître des lieux. La profession revendique un chiffre d'affaires annuel proche de la centaine de milliards d'euros, soit plus que le cinéma ou la musique, et loin devant l'édition. Snobée par les autres industries, elle a grandi à l'écart, en gravant ses propres tables de la loi. You will feel the weight of the weapon in your hand, the crash as you block the attack, and the impact when you strike the winning blow. À l'époque, on faisait un jeu pour 200 000 à 300 000 francs, puis 200 000 ou 300 000, c'est passé à 200 000 ou 300 000 euros, et puis maintenant, on dépense à peu près entre 70 et 100 millions, et pour le marketing, on est entre 30 et 60 millions aussi. Donc c'est effectivement un coût qui est proche de ce que l'on voit maintenant dans le cinéma. Autant les jeux vidéo, quand j'ai commencé, se faisaient, c'est ce qu'on appelait du garage gaming, c'est-à-dire c'était 4 potes passionnés qui mangeaient des pizzas pendant 6 mois enfermés dans un garage et qui sortaient un jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est du développement logiciel, il y a des ingénieurs, il y a des équipes, il y a une organisation, il y a de la production, ce sont des équipes de plusieurs centaines de personnes qui travaillent ensemble, parfois à travers le monde dans différents studios. Enfin, il y a une vraie approche industrielle de la fabrication de jeux vidéo. Orgie d'écran, d'images de synthèse et de décibels, le salon de Los Angeles se veut l'équivalent du festival de Cannes. Il se présente comme la vitrine d'une industrie qui étale sa puissance.
Pour soigner leur réputation, les éditeurs mettent en avant leurs jeux familiaux. Musique, danse, simulation. C'est le côté bon enfant. Mais les superproductions qui écrasent le marché, ce sont les jeux de sport, de guerre ou d'action. Ils sont l'équivalent des blockbusters, les films à gros budget, les stars d'une culture gonflée à la testostérone. Merveille de technologie, ces titres repoussent les limites de l'imaginaire et aspirent les joueurs dans de véritables mondes parallèles. Stunning. We made it, Dad. Les jeux vidéo sont un outil qui permet de savoir qu'il existe un autre monde. À travers divers supports, on peut aussi expérimenter quelque chose de différent du monde réel. C'est le cas quand on lit un livre, mais aussi quand on écoute de la musique ou quand on regarde un film. De la même façon, à travers les jeux vidéo, je peux expérimenter divers univers. Et surtout, je peux le vivre à travers mon expérience personnelle. Les jeux vidéo ont cette force. Les gamers sont devenus adultes. Le jeu vidéo avec eux. Grâce à la généralisation d'Internet, la dernière décennie a vu la naissance de jeux ouverts 24 heures sur 24, dans lesquels des millions de joueurs connectés en permanence disputent des parties qui ne finissent jamais. Le jeu vidéo se décline maintenant sous la forme d'immenses communautés. Un titre illustre cette fusion avec Internet. World of Warcraft. Dans ce jeu de rôle, les participants doivent rejoindre une guilde, une équipe, accomplir des missions et obéir au chef. Et chaque mois, ils payent un abonnement entre 10 et 15 € pour continuer à exister au sein du groupe. Nous n'avions jamais imaginé avoir une communauté de 12 millions de joueurs. Lorsque nous avons lancé le produit, nous espérions une communauté active d'1 million de personnes. Toutes ces choses qui ont découlé du succès du jeu, on n'y avait jamais pensé. En apparence, les jeux vidéo ont réussi l'impossible. Inventer un monde idéal, loin de l'ennui du quotidien. Un langage global, une culture consommable par tous. Super Pete. Here we go. Et si cette image parfaite était trompeuse? Si les maîtres des jeux avaient au contraire choisi de flatter nos pulsions primaires? Compétition, domination, destruction. Qu'est-ce que les ados aiment dans ce genre de film? Ils aiment les films d'horreur, de suspense, de science-fiction. Ils aiment l'action et l'aventure. C'est la violence inutile qui me fait réagir, genre, vous avez vraiment besoin de faire cela dans le jeu?
La vraie question, c'est comment utiliser la violence plutôt que d'affirmer qu'elle est mauvaise en soi. Est-ce que les gens veulent des jeux violents parce que c'est ce qu'on leur propose? Est-ce que si on leur proposait plus d'expériences originales, est-ce qu'on arriverait à ouvrir un peu plus ce marché-là ou pas? La violence colle à la peau du jeu vidéo depuis ses origines. Nourrie au départ par les mangas japonais, elle a longtemps été représentée sous une forme fantastique, comme dans une bande dessinée. Certains créateurs en ont fait leur marque de fabrique. À l'image de Suda 51, le Quentin Tarantino du jeu vidéo, réputé pour son esthétisme sanguinolent. Il y a là le désir de faire ce qu'on ne peut pas faire dans le monde réel. Et je pense que c'est ce qui attire dans les jeux violents. J'essaie personnellement de créer des jeux qui bousculent nos instincts. La frontière entre le monde réel et celui des jeux vidéo doit être clairement définie. Mais cette barrière est fragile de nos jours. Et j'ai peur du jour où cette frontière disparaîtra. Boostée par la technologie, la représentation de la violence est entrée dans une course à l'hyperréalisme. Cette surenchère a créé un divorce culturel entre les gamers et l'opinion publique. Le débat s'est focalisé autour d'un des titres les plus vendus au monde. GTA, pour Grand Theft Auto, vol de voitures qualifiées en langage policier. Projeté dans une ville comme New York ou Los Angeles, le joueur doit devenir le parrain du crime. Il a tout pouvoir, surtout ceux de braquer et de tuer innocents et policiers. Pourquoi l'importance de GTA, c'est que c'est des jeux excellents, que ce soit sur la qualité des dialogues, la qualité des récits, l'humour. GTA est le plus acide, le plus corrosif, révélateur de la veulerie des sociétés contemporaines. Et puis il y a surtout une liberté totale de faire ce qu'on veut. C'est une espèce de défouloir anarchiste tout à fait extraordinaire. Il faut voir des ados jouer à GTA. Les jeux vidéo soulèvent en fait la question de la responsabilité, parce que c'est vous qui créez cette violence. Qu'est-ce que vous allez en faire? Que ressentez-vous? En fait, vous assumez plus de responsabilités en jouant qu'en regardant un film. Vous devenez complice de l'action. Donc je crois que les jeux vidéo sont un excellent moyen pour explorer cette notion de responsabilité. Les jeux encouragent-ils la violence ou servent-ils au contraire à libérer les pulsions? Si je vous demande de jouer pendant 10 à 15 minutes à un jeu vidéo violent, pendant les 5-10 minutes après, vous allez avoir tendance à être plus agressif. Plus agressif d'un point de vue cognitif, donc vous aurez des pensées plus agressives d'un point de vue physique. Si quelqu'un, par hasard, vous heurte dans le couloir, vous avez tendance à vous répondre de façon plus agressive. Ça, c'est un fait que tout le monde accepte. Si vous
continuez tous les jours à jouer à un jeu violent, est-ce que ces petites périodes où vous augmentez votre agressivité vont donner lieu finalement à un changement de votre personnalité? Et là, il y a un énorme débat dans la littérature, avec un camp qui dit oui et un camp qui dit non. Et vous? Moi, je peux vous dire, je sais pas, on regarde ça de très près. Appelés en arbitre, les scientifiques étudient l'impact des jeux violents sur le cerveau humain. À Genève, la professeure Bavelier mène une série d'expériences pour mesurer la capacité attentionnelle des joueurs, c'est-à-dire leur faculté de concentration. Par exemple, si vous allez avec vos 10 petits-enfants sur un jardin dehors et que vous essayez de les suivre alors qu'ils courent un peu partout, ça va être difficile de suivre tous les 10 en même temps. Et ça, c'est parce qu'il y a une limite sur notre capacité attentionnelle aux objets. Et cette limite est à peu près de 4 objets de l'attention. Le jeu consiste à suivre attentivement la trace des points bleus quand ils se fondent dans la masse des points jaunes, et à déterminer la couleur d'origine quand apparaît le point d'interrogation. À vous de jouer. Réponse: bleu. Pendant très longtemps, on a cru que cette limite était fixe, c'est-à-dire que chez l'adulte, la capacité attentionnelle était de 4, plus ou moins un objet. On s'est aperçu qu'elle n'était pas fixe, on pouvait la changer et l'augmenter. Et donc les gens qui jouent à des jeux vidéo d'action ont une capacité attentionnelle qui est entre 6 ou même jusqu'à 9 objets de l'attention. Publié dans la prestigieuse revue scientifique Nature en 2003, ces résultats ont ébranlé les idées reçues. Non seulement il n'existerait pas de lien direct entre les jeux violents et le passage à l'acte, mais ils amélioreraient notre vision et notre capacité à trier un grand flux d'informations. Personne dans l'industrie du jeu vidéo n'avait conscience qu'ils étaient en train de développer de tels outils. Ils développaient des outils de divertissement, ils n'avaient aucune conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur leurs joueurs. Débarrassé de son image de média toxique, le jeu vidéo prend l'avantage. Il devient synonyme de progrès et évolue à l'avant-garde de la technologie. Il attire même les maîtres d'Hollywood, comme Steven Spielberg. En venant tester la réalité virtuelle, il apporte à la profession une reconnaissance après laquelle elle court depuis longtemps. That's not fair. Oh, I got it. Il a trouvé ça formidable. Il ne pensait pas que ça allait aussi vite, en fait. Le jeu oblige une réflexion, oblige une décision et une attention qui fait que on a un cerveau plus développé et plus attentif. Hier méprisés, les gamers sont aujourd'hui recherchés par le monde de l'entreprise. Les personnes qui recrutent chez Boeing prennent plutôt des joueurs de jeux vidéo parce qu'ils sont habitués à gérer la 3D, à gérer leur position dans un monde, dans un groupe aussi.
Ils préfèrent presque embaucher quelqu'un qui est un guild leader que quelqu'un qui sort de Harvard. Donc ça vous dit que cette vie que vous appelez virtuelle, elle n'est pas si virtuelle que ça. Le jeu vidéo investit les campus et devient un sujet d'étude. C'est le triomphe de la génération G. G comme gamer. Celle qui se reconnaît en un chiffre, 10 000 heures. Selon une étude américaine, c'est le temps passé à jouer devant son écran arrivé à l'âge de 21 ans. Soit autant que celui consacré à étudier au collège et au lycée. On voit toute une jeunesse qui est capable de monter en force. Et donc ce qui est très intéressant en ce moment, c'est la manière dont ce système déstabilise les acquis sur lesquels repose notre culture des 100 dernières années. Il y a 20 ans, lorsque vous disiez que vous étiez un gamer, les gens vous considéraient comme coincé, plouc, geek. En fait, les joueurs d'aujourd'hui ne se définissent plus comme des gamers. La démographie du public a beaucoup changé. La génération G rêve de conquérir le monde. De transformer les millions de joueurs en milliards. Mais une partie de la population lui échappe. Les femmes, surtout les adultes. Malgré la diversité de l'offre, le jeu vidéo reste un loisir masculin. En 2007, les premiers téléphones portables connectés à Internet sortent sur le marché. We're going to be rolling out the iPhone 3G at the same time in all of these countries. C'est la ruée. Les gamers tiennent leur baguette magique pour séduire la clientèle féminine. Nous avions un objectif, inventer un jeu utilisable partout et par tous. Créer un jeu universel pour les enfants, mais aussi les adultes. Un jeu facile à prendre en main et dont vous comprenez immédiatement le fonctionnement. Catapulter des oiseaux sur des cochons verts pour les détruire, c'est le scénario imaginé par une start-up finlandaise. Et cela donne Angry Birds. Un concept simple, une poignée d'ingénieurs, un lancement à l'échelle mondiale, et la vague Angry Birds déferle sur les écrans relayés par les réseaux sociaux. On a apporté ce qu'on pourrait appeler la méga distribution, la distribution globale. La capacité pour n'importe quel développeur, que ce soit un très gros développeur ou deux gars dans un garage, de passer de 0 joueur, utilisateur, à 50 millions, à 100 millions, en quasiment 1 an ou 1 an et demi. Et ça n'existait pas dans le domaine du jeu. Où avant, il fallait avoir des grosses sociétés, des armées de développeurs, des bureaux dans tous les pays, vendre des boîtes dans des magasins physiques. Donc ça, c'est en voie d'extinction, ce business-là. Avec 2 milliards de téléchargements, Angry Birds convertit les femmes aux jeux vidéo et le propulse à l'ère planétaire. Il est maintenant disponible dans la poche, partout, tout le temps. Cette révolution se propage à la vitesse d'un virus et transforme un divertissement en média de masse. Ils vont passer entre 3 et 7 minutes par session de jeu. D'abord le matin, dans les transports, au petit déjeuner, dans la salle de bain, ensuite après le déjeuner, puis entre 16 et 17 heures. Et enfin, avant le dîner, vous voyez aussi des pics de joueurs. Le casual gaming, c'est-à-dire le jeu occasionnel, devient le nouveau visage de la profession.
Avec des titres comme Candy Crush ou Clash of Clans, il s'empare de la moitié du marché. Cette industrie fonctionne d'une manière darwinienne. Beaucoup de candidats, peu d'élus. Le casual gaming épouse la culture du zapping. Nous savons que la plupart des utilisateurs, après avoir téléchargé leur jeu, le testent entre 45 secondes et 2 minutes. Si vous les perdez dans cette période, vous les avez probablement perdus pour toujours. Vous n'avez pas le temps d'expliquer la règle. Durant ce temps très court, vous devez obtenir quelque chose comme « Oh, c'est drôle ». Pousser à la consommation par tous les moyens, telle est l'obsession de ces armées de développeurs. Ils enterrent le modèle payant et le remplacent par le free-to-play, le jeu gratuit. La priorité devient la conquête des peuples, avec la volonté de les convertir en clients. On observe en Europe que l'appellation free-to-play est remise en question. Est-ce de la publicité mensongère? Parce que ce n'est certainement pas gratuit. C'est libre d'accès, mais à certains moments, il faut payer. Comment déclencher les pulsions d'achat? Comment convertir les visiteurs en consommateurs? Les femmes sont la cible la plus convoitée car la plus rentable. Au sein des startups, les programmeurs construisent une mécanique sophistiquée pour les inciter à dépenser toujours plus. Ils proposent d'acheter des bonus ou des pouvoirs supplémentaires pour évoluer dans le jeu. À l'arrivée, ces microtransactions, pas plus d'1 euro, multipliées à l'infini, rapportent des fortunes. Pas mal des gens que j'ai formés travaillent maintenant pour des compagnies de jeux vidéo où là, ils utilisent leur savoir-faire pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'un joueur vient rejouer plusieurs fois votre jeu, qu'est-ce qui est attirant la première fois pour que quelqu'un achète le jeu. Comment on pousse les gens à l'achat? Tout simplement, on va essayer, par exemple, de vous pousser par la pression sociale. On vous dit, voilà, il y a telle personne que vous aimez, ou au contraire, et ce qui marche encore mieux, telle personne que vous détestez, qui vient de vous passer devant au classement. C'est le moment ou jamais de vous payer un multiplicateur pour gagner plus de points, pour repasser devant. Mais si vous regardez sur l'écran du voisin, vous apercevez qu'en fait, non, vous avez gardé votre place et l'autre est toujours en dessous. Le jeu vous a juste menti pour vous faire acheter, pour que vous repassiez devant au classement. En quelques années, les maîtres du jeu ont transformé le profil des gamers. Désormais, le joueur moyen est la mère de famille, urbaine, âgée d'une 40aine d'années. Quand je demande à ma femme « Est-ce que tu joues ?», elle répond non. Mais je lui dis « Tu as joué à des jeux comme Angry Birds, Candy Crush, et tu ne te considères pas comme une joueuse ?» Elle me répond non. Les oiseaux en colère deviennent les nouveaux héros de la culture populaire. Dessins animés, livres pour enfants, parcs d'attractions, ils envahissent même l'espace. Angry Birds a tué Mickey. I want to do some physics demonstrations that involve some of the things you might see in the Angry Birds game. And of course, I've got my Angry Bird here. Les seigneurs du casual gaming ont rejoint les géants d'Internet au paradis de la mondialisation.
leurs sociétés s'arrachent en bourse. Et le modèle gratuit, en fonctionnant comme un redoutable accélérateur de consommation, a transformé la planète en un casino géant. Les sociétés dont on parle sont les sociétés qui font des centaines de millions de dollars de profit tous les 3 mois. Il n'y a pas beaucoup d'industries, un monde en crise dans lequel on est, qui peuvent se permettre de faire ça. Alors que pourtant, les produits sont gratuits. Le jeu est gratuit. Si vous voulez jouer à Clash of Clans demain, ça va vous coûter 0. Incroyable. En séduisant le public féminin, la profession a étendu son pouvoir. Pourtant, elle reste un bastion masculin. Les studios sont tous dirigés par des hommes, et les jeux, fabriqués pour des garçons, véhiculent les pires stéréotypes. Quand je vais à un congrès professionnel, je me crois au salon de l'auto. Ils ont des hôtesses qui ressemblent à des poupées. C'est comme cela qu'ils les appellent. Habillées en mini-jupes et t-shirts moulants. Ils ont commencé à aborder le problème, mais il existe toujours. Au sein de cette industrie, la seule place réservée aux femmes est celle de consommatrices. Comme si la génération G se révélait incapable de grandir. Ça reste un énorme challenge de proposer un jeu avec un personnage féminin. Nous, quand on crée ce jeu qui s'appelle Beyond, dont le personnage principal est joué par Ellen Page, on entend des joueurs qui nous disent « Moi, j'ai aucune envie d'être une jeune fille dans un jeu vidéo ». Et ils nous le disent franchement. La question n'est pas seulement de savoir combien il y a de personnages féminins ou de races représentées. C'est aussi de faire attention au rôle qu'ils jouent dans l'histoire. Si vous voulez devenir une industrie mondiale, vous devez vous poser ces questions. Sourde aux critiques, la profession se réfugie dans une fuite en avant. Elle met chaque jour sur le marché des centaines de nouveaux jeux. L'essentiel est de nourrir les écrans et les cerveaux à tout prix. En fait, vous avez un peu piqué la ménagère de moins de 50 ans à la télévision. Notre objectif, à chaque fois, c'est de les prendre aux autres, puisqu'ils existent et ils ont des activités. Donc notre objectif est d'apporter une activité plus intéressante que celle que la télé peut apporter et sur lequel on peut générer du revenu. Et en fait, on se rend compte qu'on se bat pour une chose, on se bat pour le temps des gens. Une journée fait 24 heures, les gens ont un temps de loisir qui est fixe et qui n'est pas extensible à l'infini. Conquérir le temps libre des humains, telle est la véritable ambition de cette industrie. Grappiller les minutes et les heures passées dehors ou à domicile, seul, en groupe ou en famille. Après le cinéma, le jeu vidéo défie la télévision. Et c'est sur le terrain du sport que se déroule cette bataille, où le temps vaut de l'or. Chaque fois que vous regardez la télévision, que vous allez au cinéma ou ailleurs, c'est de la concurrence pour nous. Nous avons créé une façon d'occuper ces moments où vous n'êtes pas en train de regarder les matchs de football. Ainsi, le temps entre chaque match de 90 minutes peut être rempli par quelque chose qui est aussi convaincant, aussi excitant que le sport réel. Longtemps chasse gardée du petit écran, le sport se décline maintenant en mode virtuel. En louant les services des footballeurs Pelé ou Lionel Messi, les studios ont construit une autre réalité. Presque la copie conforme,
mais consommables sans contrainte ni limite. Dans cette guerre des écrans, qui arrêtera le jeu vidéo ? On est passé de 500 millions de clients à presque 2 milliards maintenant, et la croissance continue à bon rythme. 2 milliards de joueurs sur la planète. Tout à fait. Sur 7,5 milliards d'habitants. Absolument. Et je pense que dans 10 ans, on aura plutôt 80-90% de personnes qui joueront à un moment donné à un jeu. Donc pour vous, c'est pas encore l'âge d'or? Non. Non. On est au début, puisqu'on commence à peine à avoir tous un ordinateur dans la poche. Toute la journée. Donc une opportunité de jouer à des jeux. Donc non, on est vraiment aux prémices de l'industrie du jeu vidéo. Détenteur d'un nouveau pouvoir, la profession se retrouve pour la première fois confrontée à ses responsabilités. Les jeux sont des instruments très puissants, capables de changer le comportement des gens. On a tous vu quelqu'un jouer pendant des heures, à World of Warcraft, ou dans le cas de ma mère à Candy Crush. On sait à quel point les jeux peuvent rendre accro. Certains pays d'Asie ont décidé de lutter contre cet excès d'influence. En Corée du Sud, une loi baptisée Cendrillon instaure un couvre-feu pour les moins de 16 ans. Il leur est interdit de se connecter pour jouer en ligne entre minuit et 6 heures du matin. Le gouvernement chinois, qui a longtemps banni les consoles de jeux de son territoire, place également ces jeunes sous surveillance. Le gouvernement impose des limitations de temps à l'intérieur même des jeux. Ainsi, pour les jeunes de moins de 18 ans, au bout de quelques heures, le jeu s'arrête. À l'inscription, chaque client en effet doit fournir sa pièce d'identité. Si c'est un mineur, au bout de 3 heures, la vitesse à laquelle il évolue dans le jeu baisse de moitié. Au bout de 5 heures, il ne peut plus du tout progresser. Donc les jeunes ne sont plus motivés pour jouer toute la journée. En Occident, la réaction se déroule sur un autre terrain, celui du message. Avec cette ambition, sortir les loisirs virtuels du seul domaine du divertissement. En Alaska, une tribu indigène a franchi le pas et choisi le jeu pour transmettre son histoire. Une première. Ils voulaient faire un jeu vidéo parce qu'ils constataient que leurs jeunes jouaient beaucoup, mais ils n'y connaissaient rien. Ni le marché, ni la manière de produire. Mais ils voulaient monter la première société de jeux vidéo indigène. Le jeu Never Alone raconte en langue inuite les aventures d'une jeune esquimau et de son ami, un renard polaire, à la recherche de la source originelle des tempêtes. Téléchargé plusieurs millions de fois, Never Alone est devenu le symbole d'un mariage réussi, celui du passé et du futur. Chaque semaine, plusieurs milliards d'heures sont consacrées aux jeux vidéo à travers le monde. L'impact socio-culturel est énorme. Nous ne faisons que commencer à le comprendre. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de comprendre comment on peut utiliser cet outil en tant qu'outil éducatif, où on sait que dans les écoles, on commence à avoir des problèmes d'attention des enfants, que la manière dont l'information est présentée n'est pas toujours la plus attirante et la plus attrayante. Let's start off by getting in, following the instructions that are up onto the board. Les jeux sont de vrais simulateurs d'expérience. Vous adoptez une nouvelle identité et vous pénétrez dans un nouvel espace. Ce sont d'excellents outils pédagogiques.
Il y a eu un intérêt très vif de la Maison-Blanche pour l'industrie des jeux vidéo et notamment pour essayer de faire comprendre à l'industrie des jeux vidéo que on avait besoin de leur aide. Ils avaient un impact sur la société et il fallait qu'ils soient plus partenaires dans cet impact. I want you guys to be stuck on a video game that's teaching you something, other than just blowing something up. Les jeux vidéo célébrés à la Maison-Blanche. 10 ans après les avoir accusés de pervertir la jeunesse, les autorités américaines ont radicalement modifié leur discours. La présidence organise chaque année un concours de création ouvert à toutes les écoles du pays. It's really cool though. Thanks. How long did it take you to design it? A couple months. Uh-huh. So you want to be a game designer? Maybe. Yeah? Yeah, you're only 5th grade. You don't have to make up your mind now. You got time to decide. Utiliser les mécanismes des jeux pour communiquer autrement, c'est ce que l'on appelle la gamification. Après l'école, c'est au tour de la médecine d'intégrer ces expériences. Par exemple, pour faciliter la rééducation des patients. That's been the best tool. It was fun to do, so that meant you didn't feel like you were working. Le jeu vidéo devient l'égal des autres outils de communication, comme la presse. La profession découvre l'étendue de son pouvoir d'influence. Le soft power. L'armée américaine est l'une des premières institutions à avoir choisi cet outil pour conquérir les cœurs et les esprits. Après les attentats du 11 septembre 2001, elle crée un jeu de simulation de guerre où le participant doit défendre la bannière étoilée contre des terroristes. Était-ce un outil de recrutement intensif? Oui. Était-ce présenté comme tel? Non. C'était clairement une autre manière de motiver les gens à s'engager dans l'armée après les attaques du 11 septembre. C'était un moyen de montrer que notre pays était en guerre contre de vrais terroristes, contre de vrais méchants. Les enfants adorent. America's Army fait partie de leurs jeux préférés. Ils arrivaient dans des tanks et organisaient des spectacles avec des hélicoptères pour faire la promotion de leur jeu. Donc America's Army fut un vrai succès, surtout pour l'armée américaine. America's Army ouvre une brèche et transforme le jeu en instrument de propagande. D'autres suivent. L'armée chinoise diffuse ces jeux dans lesquels il faut vaincre l'envahisseur japonais, l'ennemi héréditaire. Quant au Hezbollah libanais, il cherche à populariser sa guerre contre Israël dans un jeu où le méchant porte l'uniforme de Tsahal. Est-ce que l'on crée un désir pour la guerre? Pas du tout. Nous formons des guerriers, des soldats qui défendront notre mode de vie en cas de besoin. Donc qui sont les méchants dans ce jeu? Ils ne sont pas identifiés. On ne choisit pas une nationalité en particulier. C'est juste une organisation de malfaiteurs.
Mais est-il possible d'incarner l'ennemi? Non, ça tu ne peux pas. Tu ne peux qu'être toi-même, être un soldat américain. Le grand méchant du jeu vidéo des années 90, c'était le nazi, parce que personne ne questionne le fait qu'on affronte le nazi. Mais après le 11 septembre, c'est pas un hasard si tout d'un coup il y a 15 jeux qui sortent dans lesquels les méchants, ça se passe dans les pays arabes. Puis maintenant, la peur remonte doucement vers la Russie. Donc c'est un enjeu politique qui est évident. You ever ask yourself how this part of the world gets so fucked up all the time? Outil reconnu du soft power moderne, le jeu vidéo doit répondre à des critiques d'un nouveau type. Elle cible la portée du message. General perceptions of the Arab world never seem to accurately represent our story, presenting me as some supersized, bearded, brown-skinned terrorist. Lack of diversity in content is dangerous. From producers to consumers, no one is safe from this danger. Maintenant, nous nous interrogeons sur ce que racontent les jeux. Nous posons les mêmes questions qu'aux autres médias. C'est la preuve qu'ils appartiennent à la culture grand public. Décidée à ne pas rater la bataille de la communication, la Chine investit massivement dans le secteur. Le géant Tencent, l'équivalent de Facebook, multiplie les acquisitions. Il a notamment pris le contrôle de League of Legends, le titre phare du sport électronique, et rêve à son tour de conquérir le monde. Quand on se compare avec les autres compagnies étrangères, en termes de chiffre d'affaires, on peut dire que Tencent les dépasse largement. Mais nous n'avons pas beaucoup de succès à l'étranger avec nos jeux. Donc la prochaine étape, c'est non seulement de continuer à développer le chiffre d'affaires, mais aussi d'accroître notre influence à l'international. Le groupe Tencent veut rejoindre les géants d'Internet qui dépensent des fortunes pour maintenir leur domination et leur pouvoir. Amazon, Facebook, Microsoft, mais surtout Google et Apple. Sur leur plateforme de téléchargement, 2/3 des revenus proviennent des jeux vidéo. Mais cet affrontement révèle une autre ambition. Bien loin du monde des jeux. Les acteurs de cette industrie travaillent étroitement avec les constructeurs informatiques, Internet et les réseaux sociaux. Vous ne trouverez aujourd'hui aucune grosse entreprise des médias qui ne collabore pas avec le secteur des jeux vidéo. L'ogre que ça nourrit vraiment, c'est le big data. C'est-à-dire que tout d'un coup, les éditeurs de jeux sont devenus, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années, en situation de contrôler, d'observer, d'espionner, minute par minute, le comportement de tous leurs joueurs. Grâce aux milliards de données personnelles collectées, les fabricants tissent un système de surveillance généralisé des joueurs. Nous avons implanté un système qui repère quand les gens allument leur console, commencent à jouer et quand ils s'arrêtent. Ainsi, nous pouvons les compter. C'est considérable, ça. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qui marche, ce qui fonctionne pas. Ils savent très bien à quelle heure on joue, pourquoi on arrête, à quel moment on arrête, pourquoi... Voilà, sans arrêt. Mais qu'est-ce qu'ils en font, ces éditeurs, alors ? Je vous pose la question. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'ils en font ? Je pense qu'ils s'en servent énormément.
on veut absolument toutes ces informations parce que ça sert le propos. Est-ce que les gens consomment plus d'une manière générale quand il y a du soleil? Bing! Est-ce qu'ils consomment plus quand il y a de la pluie et qu'ils s'embêtent chez eux? Bing! On le sait et on va en profiter. On va pousser ça, on va dire, est-ce qu'on arrive à exagérer ces comportements, à faire une petite promo le jour de pluie, à faire etc., pour pousser encore plus de gens à l'acte d'achat. Les gens disent souvent « c'est juste un jeu, il n'y a rien de bien méchant ». Mais moi, je veux savoir ce qu'ils font des données personnelles. Je veux savoir ce qu'il en est de la protection de la vie privée. Je veux savoir quel genre d'univers nous créons, ce qu'ils deviennent une fois mis en ligne et comment ils sont gérés. Ce qui s'est passé dans le gaming, le social, le mobile, ce qui s'est passé il y a 3-4 ans, est en train aujourd'hui d'arriver dans l'e-commerce, est en train d'arriver dans les médias. Donc aujourd'hui, toutes les sociétés commencent à réfléchir comme les sociétés de gaming, parce que ce sont les sociétés les plus sophistiquées. C'est simple, on est en train de se brancher un ordinateur dans le bras et en fait, on est en train d'entrer dans un monde où finalement les datas auront une influence sur notre vie. Les maîtres du jeu vidéo ont fait exploser l'ordre culturel établi. En s'immisçant dans la vie quotidienne de milliards d'humains, ils ont accumulé une puissance inégalée. Impossible d'en connaître les conséquences, le phénomène est trop récent. Mais les gamers risquent de voir leur rêve de liberté confisqué. La partie n'est pas finie. Cette fois, elle n'a plus rien d'un jeu.